Retour à plateau, mesdames, messieurs, pour le débat matinal qui portera bien évidemment sur l'investissement privé en République du Bénin. Nous allons donc poser la question à nos invités qui sont des spécialistes de la question. Ils vont nous éclairer et nous donner, j'allais justement dire, des pistes de solutions pour que le Bénin connaisse davantage d'investissements privés. Mais voici le tapis qui les installe avant d'aborder le débat. Quel est le poids de l'investissement privé dans l'économie d'un pays? Nous allons en parler justement, c'est le thème de ce débat, et nous allons en parler avec des invités qui sont déjà sur ce plateau. Monsieur Gérard Sokegbe, je dirais même docteur Gérard Sokegbe, bonjour. Oui, bonjour, chers journalistes. Comment allez-vous? Non, je vais très bien. Vous êtes macroéconomiste et vous êtes en service au ministère de l'économie et des finances. Oui, bon, c'est vrai. Mais je suis sur ce plateau, donc, pas pour représenter le ministère, ça c'est clair, nous sommes d'accord. Voilà, donc, comme tu viens de planter donc, le décor, lorsqu'on parle donc... Avant de commencer notre débat, je vais présenter notre deuxième invité, si vous le permettez. Ouais. Monsieur Roland Ribou, bonjour à nouveau, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du Conseil des investisseurs privés, Conseil national des investisseurs privés du Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Alors, monsieur Gérard Sokegbe, quand on parle d'investissement privé, qu'est-ce que c'est? Bon, disons que quand on parle d'investissement privé, ça veut dire qu'on est en train d'évoquer l'investissement qui est réalisé par le secteur privé. Okay. Et quand on parle donc du secteur privé... En opposition à un financement public ou bien à un investissement public? Non, pas à un financement, parce que quand on prend l'économie, l'économie comprend des acteurs, des agents on peut dénombrer autour de 5 comme ça. Nous avons les ménages, dont la fonction c'est la consommation. Nous avons les entreprises, dont la fonction c'est la production. Nous avons les institutions financières, donc dont la fonction c'est la collecte de l'épargne et le financement donc, de l'économie. Et nous avons l'État, dont la fonction est d'offrir des services publics pour le bien-être collectif, et nous avons le reste du monde à travers, n'est-ce pas, les opérations d'importation et d'exportation. Donc, quand on va parler donc d'investissement privé, il faut comprendre par là que c'est l'investissement qui concerne le champ qui n'est pas public. Voilà. Donc, or, comme je viens de le décrire, tu as vu, il y a les ménages, il y a les entreprises, il y a les institutions financières. Donc, tout ce monde-là constitue, n'est-ce pas, donc le privé. Et que ce soit public ou privé, d'abord l'investissement, quand on parle donc d'investissement, c'est une décision importante. Donc c'est l'acquisition de biens durables pour pouvoir produire, et pour renforcer ce que je peux appeler la capacité, et satisfaire donc les besoins ou la demande si c'est une entreprise. Et cet investissement peut être un investissement de capacité. Quand il parle donc d'investissement de capacité, la finalité, c'est d'augmenter les moyens de production pour bien servir la demande qui en temps est à la hausse. On peut aussi avoir donc des investissements de remplacement. Les investissements de remplacement, c'est toujours dans le sens de maintenir l'appareil productif peut-être qui est vieillissant. Et il faut donc acheter de nouveaux... Il faut faire un renouvellement. Oui, un renouvellement de nouveaux équipements, de nouvelles machines pour remplacer les machines obsolètes. Enfin, il y a l'investissement de productivité. Alors, l'investissement de productivité, c'est l'investissement qui améliore donc les rendements, qui porte sur les technologies pour pouvoir mieux faire choses. Bref, que ce soit public, que ce soit privé, un investissement, c'est une dépense immédiate dont les impacts ou les effets sont inscrits dans le long terme. D'accord. Alors, mais ce matin, nous allons parler spécifiquement d'investissement privé. Alors, monsieur Roland Ribou, quand on parle d'investissement privé, quelles devraient être les conditions à mettre en place pour, je dirais, booster ou bien déclencher, faire le clic de l'investissement privé dans le pays?
Bon, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'est-ce que je vais produire. Donc il faut avoir une opportunité. Donc ça, c'est la première chose. On peut imaginer pour le Bénin, par exemple, oui, tiens, il y a du coton, il y a du cajou, etc. Puis donc je vais venir pour transformer tout ça. Ça, c'est donc l'opportunité. Après, l'autre chose, c'est l'environnement des affaires. C'est-à-dire que vous attendez d'entrer non pas dans un coupe-gorge, mais dans un endroit où vous allez être bien accueilli et où les conditions sont là normales, en ce sens que vous avez une fiscalité qui est maîtrisée, elle ne va pas changer tous les ans, etc. Vous avez une justice commerciale, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, qui va vous assurer que si un contrat est rompu, vous aurez justice. Et il y aura une justice sociale qui va aussi vous assurer que par rapport à si vous vous comportez correctement avec vos employés, il n'y a aucune raison de vous retrouver devant des tribunaux ou devant des problèmes importants. Quand ça est assuré, bien entendu, vous souhaiteriez avoir aussi une main-d'œuvre compétente. Il faut bien que les gens travaillent sur les machines et qu'on n'ait pas à faire venir tous les techniciens nécessaires. Et à ce moment-là, je pense qu'on est content et on peut effectivement envisager de venir investir pour faire du profit, le réinvestir, grossir, etc. Faire des investissements dont parlait Monsieur Sokebe. Exactement. Alors, quand on parle de l'environnement des affaires, Dr Sokebe, quels devraient être les points clés à mettre en place pour que cet environnement soit favorable, propice à l'investissement privé? Bon, quand on parle, de l'environnement des affaires, l'environnement des affaires, c'est un environnement qui comprend plusieurs paramètres. Bien sûr. Au nombre desquels on peut citer, d'abord, si je veux créer une entreprise, combien de temps il me faut? Est-ce que j'ai à dépenser pour pouvoir créer mon entreprise? Bon, donc, celui qui n'a pas encore commencé et qui doit payer des taxes et autres, bon, il va dire que c'est un peu difficile. Et sur ça, le président du Conseil des investisseurs privés peut témoigner. Donc, et là, je pense que les choses ont évolué dans notre environnement. Tout ça, aujourd'hui, c'est 0 franc pratiquement. Donc, oui, il y a des exonérations dans la première année après la création. Non, il y a d'abord le fait de créer, le temps qu'on met pour créer. Oui, et le délai de création des entreprises. Et la charge que ça revient. Donc tout ça là, c'est le passé. Donc aujourd'hui, créer une entreprise au Bénin... C'est en quelques clics. Hein? Oui, avec le guichet unique de formalités. Donc, et puis, il y a aussi le fait que toutes les administrations qui interviennent dans la création sont délocalisées et qui sont donc dans le guichet. Donc ça, c'est une réforme majeure. Bon, ensuite, quand je parle donc du climat des affaires, il faut voir aussi les facilités administratives. Lorsque je suis investisseur, que j'ai besoin d'un papier, que j'ai besoin d'avoir une information, est-ce que ça me prend du temps? Donc aujourd'hui, je crois que de ce point de vue, c'est quand même des avancées qu'on peut noter à ce niveau. Quel est le délai, le temps que je mets pour payer par exemple une taxe ou un impôt? C'est un élément important. On est à une époque où on peut parler de la disparition plus ou moins effective de la lourdeur administrative de ce côté-là. Bien sûr, donc c'est pourquoi il dit tout ça là, ça participe au climat des affaires. Donc si par exemple je peux avoir un titre de propriété, un titre foncier, l'accès à des services, donc tout ça là, ça participe au climat des affaires. Donc bref, le climat des affaires aussi c'est... la lourdeur, quand on parle de la lourdeur administrative, il faut voir aussi est-ce qu'il y a des pots de vin, il y a des éléments du genre comme ça. Bon, je crois que le Bénin a fait beaucoup d'avancées dans ces domaines-là pour dire que en matière de climat des affaires, le climat des affaires, c'est un climat qui revient aussi une part des responsabilités aussi à l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise même qui souhaite avoir un environnement ou bien un climat des affaires qui lui soit bénéfique, elle aussi, elle a sa part à jouer parce que si l'entreprise n'a pas une veille, n'a pas une organisation, n'a pas une méthode
bien que le climat des affaires, on a tout fait pour qu'il soit attractif, elle ne peut saisir en aucun cas des opportunités, des occasions. Donc, le fait de ne pas progresser, de ne pas avancer, n'est pas forcément lié vraiment à cet état donc, de climat des affaires. Donc, le climat des affaires, c'est l'environnement microéconomique, par exemple, donc, de l'entreprise qui lui permet vraiment de progresser, d'avancer, d'anticiper, de ne pas avoir des barrières, des contraintes, des éléments qui tirent l'entreprise vers le bas, mais des éléments qui lui permettent de progresser, puisque l'environnement est compétitif, est concurrentiel. Tout à fait. Voilà. Alors, je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Roland Ribou, quelle est la place de la fiscalité dans la mise en place des conditions d'un bon environnement des affaires? Bien sûr, c'est important. Donc, j'avais cité tout à l'heure que nous étions arrivés à obtenir une baisse de l'impôt sur les bénéfices, sur les profits. On est dans la zone de la sous-région, c'est bien, c'est un point important. Donc effectivement, il y a une comparaison qui se fait entre les pays. Un pays qui a une fiscalité un peu extraordinaire, dans ce sens qu'elle est trop élevée, qui ne présente pas des avantages fantastiques au point de vue profitabilité, on va laisser tomber pour aller vers un pays qui au contraire offre des bénéfices. D'ailleurs, on le voit par exemple en Europe où vous avez l'Irlande qui s'est spécialisé justement dans un impôt sur les bénéfices extrêmement faibles et qui ainsi attire beaucoup d'entreprises qui souhaitent venir faire leur travail là et ensuite pouvoir rémunérer leurs actionnaires davantage que les autres. Donc, ces éléments sont très importants pour l'entreprise, oui. D'accord. Alors, nous parlons de l'investissement privé en République du Bénin, le poids de l'investissement dans l'économie d'un pays. Alors, quand on met en place, M. Ribou, cet environnement favorable à l'investissement privé, quels sont les secteurs les plus importants qui sont touchés par l'investissement privé? Vous voulez dire secteur économique? Tout à fait, oui. Bon, mais écoutez, normalement, ça dépend exactement des potentialités du pays. Nous sommes restés un pays pour l'instant très tourné vers l'agriculture avec des produits très intéressants comme le coton, le cajou, le soja et naturellement des gens vont venir pour travailler là-dessus. Après, vous avez des opportunités qui n'ont plus rien à voir avec le pays mais qui tiennent à un statut, par exemple la zone de Glodjik Bay. Oui. Vous pouvez très bien y faire des choses qui n'ont rien à voir avec le Bénin, mais comme c'est une zone où vous ne payez pas d'impôts puisque c'est extraterritorial, où vous pouvez avoir une main-d'œuvre qu'on est en train de former de façon intéressante, vous pouvez être intéressé à venir pour cet avantage-là, si vous voulez. D'accord. Monsieur Sokébé, quels sont les secteurs qui pourraient être véritablement impactés par l'investissement privé, qui pourrait faire appel à des investisseurs privés quand l'environnement est bien sécurisé, l'environnement est bien mis en place? Oui, avant de répondre à cette question, il y a quelque chose, bien une information que je veux peut-être glisser, puisque parlant donc du poids de l'investissement, dans l'économie, il faut lever un point de vue sur ça d'abord. Oui. Oui, parce que quand on prend l'investissement, son poids dans l'économie, il faut le rapporter à ce que nous appelons le produit intérieur brut. Donc c'est l'investissement rapporté au PIB qui donne le poids de l'investissement donc dans l'économie. Maintenant, pour mémoire, je vais donner quelques chiffres. Oui, bien sûr. L'économie, c'est les chiffres d'abord. Oui, bon, donc, en 2016, par exemple, nous étions à un poids de 20,3% par rapport au PIB. Le public a un poids de 4,3% et le privé a un poids donc de 16,0%. Pour dire que l'option, bien l'idéologie, l'économie de marché que nous avons choisie au Bénin, donc on place le secteur privé en première position. En première position pour tirer donc l'économie. Et donc ce n'est pas une surprise de voir que bon, le poids de l'investissement privé dans l'investissement total soit important.
Maintenant, ce que je veux souligner, c'est que en 10 ans après, quand je prends par exemple, bon, quand il dit 10 ans après, c'est manière de parler, 2016 à 2024, je vois que le taux de l'investissement par rapport au PIB est de l'ordre de 40%. Ça veut dire que... Il y a une progression. Non, ce n'est pas une progression. Ça veut dire que 2016 à 2024, l'État a doublé le taux d'investissement par rapport au PIB. Donc, un pays qui a des ambitions d'émerger, de devenir vraiment un espace économique attrayant, doit démontrer devant la face du monde sa capacité à investir. Et donc, aujourd'hui, on peut dire nous sommes dans la fourchette de 40% d'investissement par rapport au PIB, avec, vous voyez, le secteur privé a un poids de 32,3%. Vous voyez, ça veut dire que j'ai discuté avec un collègue macroéconomiste qui est une autorité qui dit quand tu rentres dans un pays pour savoir que le pays, si le pays marche, si l'économie se porte bien, il faut voir le taux d'investissement. Donc je partage son avis, c'est pourquoi je donne ce chiffre pour dire de 2016 à 2024, le taux d'investissement par rapport au PIB a doublé. Et donc c'est une avancée. Voilà. Donc, et maintenant par rapport au secteur, comme l'a dit, vous savez, les secteurs dans lesquels les investisseurs peuvent affluer dépendent, n'est-ce pas, donc des potentialités. Puisque tous les investisseurs sont à la recherche des facilités. Donc quand je rentre dans un pays, quelles sont les facilités que j'ai? Et les investisseurs ont tendance à faire une comparaison des pays. Oui, donc pour voir là où c'est plus attrayant. Naturellement, un investisseur ne vient pas pour les beaux yeux du pays. Oui, oui, mais il faut noter que l'hyper-générosité fiscale n'est pas un facteur déterminant. Lorsque vous pensez que c'est la fiscalité qui détermine le fait que l'investisseur va s'engager, non. Dans mes études, dans mes recherches, j'ai découvert que ça, c'est un fait. Là où se trouvent les éléments importants de choix de l'investisseur, c'est d'abord, est-ce que l'environnement est stable? Est-ce que je peux avoir la tranquillité pour mener les activités? Ensuite, est-ce que je peux avoir un accès aux services sociaux? C'est-à-dire qu'aux services de base, l'eau, l'énergie. Est-ce que j'ai la main-d'œuvre qualifiée disponible? Puisque peut-être qu'un ouvrier français coûte peut-être un certain nombre de fois un ouvrier peut-être ici. Si on doit encore amener les ouvriers, en tout cas de l'Europe ou bien de l'Asie, de l'extérieur, tout simplement, ça va coûter plus cher. Donc, est-ce qu'il y a le capital humain qui est disponible? Si le capital humain est disponible, il n'y a pas de problème. Donc, ces avantages, ou bien ces éléments, ces facteurs, lorsqu'ils sont réunis et qu'ils sont disponibles, l'investisseur, au-delà de la fiscalité sur laquelle l'État joue pour dire, bon, vous pouvez venir et autres, au cas où cette fiscalité même ne va pas être un élément déterminant et que tous les autres éléments sont réunis, l'investisseur, il s'engage. Parce que le vrai problème, si on renonce pour vous attirer, vous ne connaissez pas demain. Peut-être que c'est pour vous amener juste à s'installer, qu'on vous donne toutes ces facilités, mais dans les années qui vont suivre, il pourrait y avoir grabuge. Donc les secteurs, ici, comme on a dit, on a le secteur agroalimentaire, on a le secteur de l'agro-industrie, bien sûr, on a le tourisme, nous avons même le secteur des transports, l'hôtellerie, qui sont des secteurs quand même vitaux, qui accueillent pas mal assez d'investissements et donc dans notre pays. Mais à côté de ça, il faut dire, l'investissement qu'on le prend, celui qui est étranger et qui arrive, il veut s'assurer que, est-ce que le tissu local, même là, comment les investisseurs sont souvent, se comportent? Est-ce qu'il y a des investisseurs nationaux qui ont du poids dans le pays? C'est aussi un élément important. Donc ce qui veut dire, quand on prend le stock d'investissement dans un pays, il y a forcément la part nationale qui est dedans. Il y a aussi la part des IDE, si je peux me prononcer comme ça, donc les investisseurs qui ont quitté d'autres environnements et qui sont venus s'installer à cause des facilités, à cause de la disponibilité des facteurs pour constituer maintenant le stock d'investissement
en une année. D'accord. Et les déterminants peuvent être différents. Hein. Donc, on va revenir sur ces déterminants tout à l'heure, docteur Gérard Sokegbe. Monsieur Ribou, dites-nous, est-ce que dans le parcours, docteur Sokegbe le disait tout à l'heure, en disant le PIB a l'apport de l'investissement privé a pratiquement doublé, est-ce que malgré ça, il y a eu quand même des freins qu'il faut corriger quelque part? Oui, les freins, on les a évoqués tout à l'heure. C'est le fait que l'environnement n'est pas encore complètement sécurisé au point de vue, par exemple, de la fraude, la contrebande, etc. Vous avez des concurrences déloyales. C'est un élément pour les entreprises qui veulent vendre dans le pays. C'est pas toujours facile, puisque c'est un pays qui est double. Vous avez d'un côté l'informel, de côté le formel, et les deux sont en concurrence, et c'est pas la même chose. Donc les efforts sont faits du côté du gouvernement qui sont très importants, comme la facture normalisée a certainement changé la vie de beaucoup d'entreprises qui pensaient qu'ils pouvaient s'échapper. Désormais, c'est plus le cas, donc ça veut dire que ça, on crée une égalité entre tout le monde, mais c'est un des phénomènes les plus marquants, si vous voulez. D'accord. Alors, quel est le rapport, vous qui êtes le président du Conseil des investisseurs privés au Bénin, quel est le rapport entre les investisseurs nationaux et les investisseurs venus d'autres environnements? Et comment se passe cette cohabitation-là au Bénin? Oh, c'est difficile parce que vous avez différentes catégories justement de gens venus d'ailleurs, comme vous dites. Hein. Vous avez les multinationales qui viennent et qui apportent avec elles des technologies et techniques qui ne peuvent pas être disponibles ici. Je pense par exemple les opérateurs de télécom. C'est des investissements qui ont été faits ailleurs, toute une technologie qui arrive dans le pays. Vous avez aussi des phénomènes un peu différents. Par exemple, c'est assez curieux de voir qui produit de l'acier ici au Bénin, les Libanais. Donc ce sont des gens qui, de tradition, de famille et autres, depuis des générations probablement, sont dans le domaine, et puis ils arrivent ici et ils nous apportent quelque chose que nous n'avions pas. Puisque aucun Béninois, n'aurait pensé à monter une aciérie. C'est pas dans nos gènes. On pourrait plutôt penser à importer un bateau de riz et aller le vendre au Nigeria. C'est plutôt notre façon de voir les choses. Donc c'est ça l'apport de l'investissement étranger. C'est des gens qui ont des réseaux, des technologies, etc. dans certains domaines, et puis des entreprises qui ont déjà fait des expériences ailleurs et qui ont des choses qu'on ne peut pas avoir. Comme par exemple, regardez en France, tout est dominé par Microsoft et autres. Donc c'est des technologies qui n'ont pas été prises à temps par le pays, qui ont été prises ailleurs et qui viennent s'imposer, si vous voulez. C'est un peu les deux modes c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que le professeur aura des idées. Est-ce que, par exemple, dans le Conseil des investisseurs privés, dont vous êtes le président, est-ce que vous avez des investisseurs nationaux? Oui, bien sûr. Oui. Des investisseurs nationaux? Non, bien sûr, il n'y a aucun problème. Alors, je voudrais qu'on parle un tout petit peu disons de la compétence, de la disponibilité du capital humain qualifié. Dans le livre que je tiens dans ma main, vous parlez de la motivation, de l'engagement des personnels de l'administration publique et des entreprises privées. Oui. Alors, quel est le rapport que vous avez avec les travailleurs béninois, puisque c'est le public qui permet aux investisseurs privés de s'installer, l'investisseur privé recrute également à un personnel. Quel est le rapport que vous avez avec le capital humain béninois? Bon, vous avez deux choses. Vous avez effectivement, comme le livre le dit, la motivation. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on est dans l'entreprise, ou dans l'administration d'ailleurs, apparemment, il y a beaucoup de gens qui arrivent avec... ils amènent leur intérêt, comme on dit, hein, comme on a dit, comme dit un de mes collègues béninois. Ils viennent avec leur intérêt, qui n'est pas seulement l'intérêt d'avoir un salaire à la fin du mois, mais l'intérêt de regarder si entre-temps, pendant le mois, on ne pourrait pas trouver quelque chose par-ci, par-là, si vous voulez. Donc ça, c'est un phénomène qui est évident. On parlait de l'administration où il fut un temps où effectivement on essayait d'avoir de sous de table, des pots de vin, etc., ce qui maintenant est de plus en plus difficile, n'est-ce pas?
mais c'est une réalité. Donc les gens arrivaient là, pas seulement pour avoir à la fin du mois leur salaire, mais autre chose. Donc ça c'est un frein terrible à l'efficacité. Par exemple, même dans l'entreprise, si les personnes sont là et puis sont passives, et attendre que ça se passe. Bon, si vous êtes dans une usine, c'est pas grave, a priori, puisque des méthodes automatisées, etc., la chaîne, vous pouvez pas éviter de faire le travail. Mais si vous êtes dans une entreprise, à la limite au CIBB, dans notre bureau, là, si vous n'êtes pas motivé, si vous ne faites pas attention, saisir un problème, expliquer au patron que oui, il y a ça qui marche pas, etc., les choses ne vont pas aller aussi bien qu'autrement. Toyota, leur usine, une des grandes usines, 20 000 propositions par an des employés, si vous voulez, hein, boîte à propositions, 20 000. C'est tout à fait le mental. Est-ce que ce n'est pas dû à la culture de l'entreprise, quelque part? C'est la culture du pays, pour commencer. Après, l'entreprise, effectivement, va agir. L'entreprise, elle va donner des formations, etc. Mais ça va être très difficile de changer le mental des gens, et c'est pourquoi d'ailleurs, puisque vous parlez de ce livre que je vous ai volontiers offert tout à l'heure. Merci. J'espère que je partirai avec un exemplaire pour apprécier. Je vous l'enverrai. D'accord. Non, l'une des idées, c'est je profite, merci de cette occasion de le dire tout à fait officiellement. Moi, je pense qu'il est indispensable de relancer au Bénin l'éducation civique et morale dans le primaire, mais à haute dose, c'est-à-dire 1 heure par jour, si vous voulez. Hein. Et dans le secondaire, ce qui serait aussi très intéressant, puisqu'une fois que les enfants auraient acquis déjà cette base solide, ils pourraient à ce moment-là acquérir une éducation entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on leur apprendrait comment vraiment faire des affaires et pas seulement en essayant de tourner autour du pot, de faire des histoires. C'est extrêmement important. Si vous avez cette base-là, après tout est assuré, si vous voulez. Hein. Si vous tombez sur des gens qui entrent dans l'entreprise en sachant qu'ils sont là pour que l'entreprise réussisse. Moi, j'ai passé mon temps, j'ai passé un quart de siècle à Fludor. Hein. J'étais directeur général de Fludor, président directeur général, et tous les ans, j'allais à l'usine en leur disant le verre à moitié vide ou moitié plein. Vous avez un salaire, mais en plus, si vous venez avec une motivation vous disant que vous servez le pays, que vous savez, faites un produit de l'huile alimentaire c'est important. Alors, si effectivement les gens viennent avec cette idée-là, je pense qu'ils ont une autre façon de voir la chose. Ils vont être fiers de travailler pour l'entreprise et ils vont faire en sorte que l'entreprise marche. Si quelque chose ne va pas, ils vont s'inquiéter, ils vont dire hey, qu'est-ce qui se passe là. Mais si par contre ils viennent là simplement passivement, comme malheureusement c'est le cas parce qu'ils n'ont pas compris la logique de l'entreprise, effectivement, pour l'entreprise, c'est une grande perte. Pour eux aussi, d'ailleurs. Ils vont perdre 40 heures par semaine à s'embêter pour avoir le salaire à la fin du mois, si vous voulez. Oui, mais M. Ribou, je reste avec vous. Quand on dit ça, est-ce que quelque part aussi, on ne pourrait pas, disons, jeter un regard du côté du style de management de ces entreprises-là, quitte à donner plus de motivation, de culture d'entreprise, au-delà de la culture du pays, aux travailleurs de ces entreprises. Je ne le nie pas. Je ne le nie pas. C'est évident que l'entreprise doit être bien organisée, avec des contrôles nécessaires, une rigueur. Ça finira par impacter. C'est clair que, par exemple, quand vous êtes convoqué à une réunion avec M. Koupaki, par exemple, hein, ou bien avec ABT, vous avez intérêt à arriver à l'heure. Si vous n'arrivez pas à l'heure, il y a un problème. Donc ça crée un mental chez les gens. La notion de la ponctualité. Si tout le monde faisait ça, dans toute l'administration et partout, effectivement, ça finirait par avoir un impact et les gens se mettraient ça dans leur tête. Mais si ça ne se passe pas, donc vous avez raison. Il y a la responsabilité au niveau de l'entreprise, ou de l'administration d'ailleurs, sur la façon dont vous gérez les gens, parce qu'à un moment donné, ils vont commencer à se mettre en ligne et à être plus efficaces. Mais ça n'empêche qu'à la base, bon, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Je veux dire, le Bénin n'est pas spécial. Hein. Quand vous avez les statistiques en France sur la façon dont les gens viennent dans l'entreprise, c'est assez effrayant, quoi. Il y a pas moins de 10% qui sont motivés. Hein. Le reste, ils sont là juste pour que ça se passe. Mais nous, notre problème, c'est le Bénin. Et il faut que ça réussisse. Il faut que les gens aient une notion qu'ils sont importants,
que quand ils rentrent dans l'entreprise, ils sont un élément qui ne sont pas juste un pion, ils sont importants par rapport à ça. Alors vous avez raison, c'est clair que si l'entreprise elle-même fait cet effort, ça va aider, quoi. Ça va aider pour une entreprise qui laisse les gens faire un petit peu ce qu'ils veulent et puis ça finit normal. Le style de management reste et demeure un élément déterminant dans la croissance et l'évolution de l'entreprise. Tout à fait. D'accord. Docteur Gérard Sokebe, je vous voyais piaffer d'impatience de réagir par rapport à cet aspect de la chose. Oui, non, et il faut dire que chaque pays a ses réalités, même si les réalités peuvent être normalisées en termes d'outils, d'instruments qu'on doit adapter. Une entreprise qui évolue dans un environnement doit pouvoir jouer sur des éléments qu'on appelle des éléments de contexte. Donc les éléments de contexte sont indispensables pour le management. Vous savez, le leader, il montre le chemin. Donc, il montre le chemin. Donc, les entreprises d'aujourd'hui qui doivent impacter doivent avoir des leaders. Et non, par exemple, des gens qui sont là juste comme il le dit, fin du mois, je prends mon salaire, peu importe ce qui se passe. Si vous-même, vous ne montrez pas l'exemple, les autres ne vous suivront pas. Et c'est ce que vous leur reprochez, vous-même, vous êtes dedans. En parlant de vous-même, le vous est mis pour le leader de l'entreprise. Mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Donc, il montre le chemin, il montre la direction, là où nous allons. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les objectifs. Parfois, les gens, ils sont dans l'entreprise et ils ne connaissent même pas les objectifs. Quel est le but? Quelle est la part de l'objectif qu'on s'est fixé dans 5 ans qu'on veut réaliser cette année? L'ouvrier X ou bien l'ouvrier quelconque là, quelle est sa contribution? Si le style de management implique les gens dans la définition des objectifs et leur donne la possibilité de se prendre vraiment comme responsable du non-aboutissement ou bien de la non-atteinte de ces objectifs, c'est déjà un pas. Il y a des gens qui sont là, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là où ils sont. Dans l'entreprise ou bien au niveau de leur poste. Oui, il est là, il sait qu'il est là. À la fin du mois, il va prendre son salaire, c'est ce qu'il dit. Mais si la personne est impliquée dans la définition des objectifs, partage les enjeux, partage les défis, partage les difficultés, cette personne-là sait que c'est mon entreprise. C'est vrai, on est à la recherche de bénéfices, non? Mais s'il n'y a pas de bénéfice, tu n'auras pas de bénéfice. Donc c'est pourquoi le style de management doit être un style d'un leader éclairé qui sait anticiper, qui sait motiver, qui sait impliquer et qui sait évaluer. Les gens, ils sont là, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de modification. Quand l'année est bénéficiaire, quand le résultat est positif, est-ce qu'il y a un retour après avoir payé, supporté les charges régulières, même si c'est salaire chaque fin du mois, ça vient. Maintenant, si l'argent est là, il dit, bon, on a atteint les objectifs. D'accord? Et pour ça, là, j'affecte 2% de trucs là à tout le personnel. Nous sommes dans un système de récompense. Oui, système de récompense. Quand on met en place ces outils, je pense que ça peut aller. Mais comme lui-même, il reconnaît déjà que, attention, au moment où on voit que les gens ne sont pas engagés, ne sont pas motivés, ne sont pas choses là, quelque part aussi, le système de management est parfois défaillant juste parce que l'intérêt qui est recherché, c'est un intérêt pécuniaire. Donc, on veut maximiser la rentabilité, on veut maximiser le profit. C'est d'ailleurs pour ça... Au détriment du capital humain. Non, mais c'est pour ça que l'entreprise est installée à avoir la rentabilité. Mais il y a la contrainte de ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise. Aujourd'hui, il faut absolument veiller à ce que l'environnement dans lequel vous travaillez soit maintenu en l'état. Sinon, vous pouvez avoir une rupture dans la production. Ensuite, le personnel qui travaille, ça c'est le social. Non seulement la rémunération, il faut trouver des éléments de récompense pour le galvaniser, pour le motiver à donner le meilleur de lui-même. Et même permettre que parfois même, ceux-là, ils puissent se prendre en charge plus tard.
avec le management en place. Voilà, donc, je voulais poser cette question à M. Roland Ribou. Est-ce que, comme c'est arrivé au Brésil, par exemple, dans les industries brésiliennes, est-ce que, puisque nous parlons d'investissement privé, est-ce que l'implication du personnel de l'entreprise en termes de participation à l'actionnariat de l'entreprise pourrait être un élément motivateur et de pérennisation de l'entreprise? Oula, c'est pas seulement le Brésil, en France on a essayé aussi ça, la participation du général de Gaulle, oui. Oui, pourquoi pas. Mais enfin, il doit y avoir une éducation à la base, si vous voulez. Il faudrait que les gens comprennent, c'est pas si facile. Parce que l'entreprise peut faire des pertes, comme disait le docteur Sokegbe. Oui. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Oui, pourquoi pas, oui. Ça peut être envisagé. Mais je pense, les actionnaires sont un peu réticents. Parce que eux, ils mettent leur capital, les autres, on leur distribue les actions, finalement. On ne les leur vend pas, on les distribue, en réalité. Hein. Donc, c'est un peu sophistiqué. C'est un terrain glissant. Oui, c'est un terrain un peu difficile, je crois, oui. Bon, moi, je trouve que tout au début, ça peut ne pas être une obligation. Non, pas au début, disons, dans la phase de croissance ou bien de... Oui, non, parce que au moment où il montait son entreprise, il n'avait pas encore le personnel. Mais, c'est chemin faisant, vu les résultats, les rendements, qui peut faire cette ouverture pour les rassurer davantage que c'est l'affaire à nous tous. Vous voyez, c'est parce que... Oui, c'est l'affaire à nous tous, c'est parce qu'il y a des craintes. Quand vous ouvrez votre capital... Donc, vous diluez votre pouvoir. Il y a la dilution donc, du pouvoir lorsque le capital est dehors. Donc, ce sont ces risques-là, parfois, c'est des risques mineurs. Donc, il ne faut pas vraiment en tenir compte pour ne pas avoir la flexibilité et la souplesse de prendre les bonnes décisions, même si elles sont stratégiques. D'accord. Allez, c'est très intéressant ce débat, mais le temps commence par nous tacler. Monsieur Roland Ribou, si vous deviez faire des propositions à l'État béninois pour que davantage d'investisseurs privés arrivent dans le pays et contribuent au développement du tissu économique, quelles seraient vos propositions ce matin sur ce plateau? On a déjà évoqué ce sujet il y a une demi-heure. Bon, je répète, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin de dialogue public-privé. Dialogue public-privé entre les secteurs économiques, parce que chaque secteur a ses problèmes. Donc, que l'État puisse dialoguer à partir de business plan. Donc, on veut faire ça, mais voilà, les obstacles sont ceci, cela, etc. Et puis, en ce moment, l'État dit, ah ben non, c'est pas possible, ça c'est possible, etc. Et puis, on peut évoluer. Mais il faut qu'il y ait vraiment ce dialogue. Nous, on a pu l'instaurer sur la fiscalité, et ça a donné quand même de bons résultats, même si l'État est énorme par rapport à nous qui sommes minuscules dans le domaine de la fiscalité, je veux dire. Mais ça peut être que bénéfique, oui, tout à fait. Donc il faut se parler, c'est indispensable. Docteur Gérard Sokegbe, si vous devez faire des propositions pour que l'investisseur privé soit rassuré et que le travailleur soit rassuré, et que l'État aussi s'en sorte à bon compte. Bon, et des propositions ou choses, moi je peux dire d'abord que le privé et le public sont appelés à conjuguer leurs efforts pour assurer le développement du pays. Et l'État le reconnaît. Et c'est pour ça d'ailleurs que si le gouvernement travaille à renforcer le tissu productif, vous savez, l'investissement par rapport au PIB a doublé. Donc c'est très important. Donc je viens de donner les chiffres. C'est-à-dire que l'État continue à mettre en place les infrastructures, donc qui, voyez, vont impacter l'investissement privé. Parfois, il y a trois tendances. Soit l'investissement public n'a pas d'effet significatif sur l'investissement privé. On va dire il y a ce qu'on peut appeler neutralité, où l'investissement public peut évincer ou bien se substituer à l'investissement privé, où l'investissement public joue un rôle de complémentarité et d'entraînement. C'est le cas spécifique chez nous. Donc, ce que nous devons souhaiter et encourager, c'est que l'investissement public, qui doit être le préalable à l'investissement privé en termes de mise en place des infrastructures de base, les routes, la technologie,
tout ce qu'il faut pour que quelqu'un qui produit à Djougou, qui produit à Kopago, qui produit à Segbana, qui produit à Mwenri, à Djidja, n'importe où, l'investisseur puisse écouler, l'État va s'investir davantage à le faire. Maintenant, les questions de fiscalité et autres sont toujours des débats. Mais débats juste parce que ce que l'investisseur réclame en termes d'infrastructure, en termes de services de base qu'on va lui offrir, il faut que l'État... Le développement de ses affaires. Oui, il faut que l'État puisse avoir les moyens pour les mettre en place. Tout à fait. S'il renonce à toute la fiscalité, il ne peut pas avoir les moyens. Ce que vous avez appelé l'hypergénérosité fiscale. Qui ne doit pas il faut l'éviter, dans la mesure du possible. Non, il faut l'éviter. Donc, c'est ça qui permet... Vous voyez, moi j'ai dit, l'État investit beaucoup. Parce que les investissements sociaux, par exemple, l'éducation, la santé, la protection sociale, c'est pour que les citoyens soient économiquement productifs. D'accord? Pour que le privé puisse trouver des bonnes personnes capables. Donc l'État doit continuer par offrir ses services de base, à faire les investissements, à continuer toujours par dialoguer avec le secteur privé, puisque c'est la main dans la main. Monsieur Ribot l'a dit aussi, le dialogue privé-public. Ensuite, l'État offre beaucoup de possibilités au secteur privé. Moi, qu'est-ce que je vois? Moi, j'ai pris part la route des pêches là. Hein, c'est d'ailleurs par là où je suis passé pour venir. Mais je peux te dire que l'État a fait beaucoup d'investissements. Donc, je prie le secteur privé pour aller voir ce qu'on peut faire. Hein, les investissements de convivialité, comment on va dire ça? De plaisance. Le tourisme. Non, je crois qu'il y a quand même, le gouvernement a un gros programme dans ce secteur-là. C'est plus au gouvernement. Hein, non, le gouvernement ne va pas construire, mais le gouvernement met en place les conditions et fait appel au privé. Et ça, je pense que je pense que c'est des opportunités. Vous pouvez partir du secteur de agroalimentaire, bien agro-industrie. Et se retrouver dans l'hôtellerie, le tourisme. Vous portez ce message-là, que c'est des opportunités aussi. Et l'État entend que vous puissiez les saisir pour les rentabiliser. Docteur Gérard Sokegbe, on vous aura compris. Mesdames, Messieurs, vous avez compris. Hein, nous avons parlé d'investissement privé en République du Bénin. Nous espérons avoir apporté un petit plus, hein, peut-être des idées de business, pourquoi pas ce matin. Merci, chers amis invités. Monsieur Roland Ribot, je rappelle que vous êtes le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Merci d'avoir répondu à notre appel. Docteur Gérard Sokegbe, vous êtes macroéconomiste. Merci de nous avoir éclairé également. Bonne journée à vous tous. Mesdames, Messieurs, on va marquer une pause pour retrouver Marcel Akhossi pour la revue de presse. Après 22 mois d'activité, le bilan